avec l'offre de formation que nous faisons. Sinon, ce n'est pas la peine. Voilà. Donc c'est le public principal, mais il y a un système dérogatoire possible si tous les feux sont ouverts. Voilà, exactement. Très bien. Dans tous les cas, la culture agricole est fortement appréciée, puisqu'en fait, nous, on fait vraiment la méthanisation agricole. Bien sûr. Voilà. Petite précision supplémentaire, comment la formation est-elle construite sur le contenu? À partir de quels besoins exprimés par qui? Comment tu as et tes collègues, hein, vous êtes convenus du contenu de cette formation? Alors déjà, à la base, la formation est une attente de la filière des agriculteurs méthaniseurs de France. Donc ils ont été impliqués dans le dispositif de formation en mettant ce qu'on appelle en avant les situations de travail les plus rencontrées dans la conduite de leurs unités. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, notre formation repose sur 3 capacités, quel que soit le lieu où elle se déroule. La première, c'est la gestion des flux d'entrée et de sortie. En gros, c'est comment alimenter un digesteur, comment valoriser le digestat. Donc le retour au sol est une question importante. La deuxième question, c'est assurer le fonctionnement, c'est-à-dire assurer la surveillance et la maintenance. Donc là, ça fait, je dirais, le point clé, c'est assurer, la continuité de fonctionnement du process. Et le dernier, je dirais, grande tête de chapitre de la formation, c'est la partie pilotage. En gros, c'est assurer la gestion prévisionnelle de l'unité de méthanisation, mais aussi être capable de dresser tout ce qu'on appelle bilan économique, bilan administratif, et de proposer les adaptations à mettre en œuvre. Ça, c'est hyper important. Donc quelque chose d'assez complet pour justement satisfaire aux besoins exprimés par à la fois les agriculteurs méthaniseurs et les professionnels de la filière. Exactement. Qui sont d'ailleurs intervenants dans la formation. Alors oui, effectivement, nous avons la chance d'avoir une vingtaine d'intervenants experts, du métier de la méthanisation ou des métiers au service de la méthanisation, mais aussi nous avons aussi une douzaine de sites support en fonctionnement dans l'environnement de notre établissement, mais nous organisons aussi des temps de formation délocalisés en fonction des thématiques. Donc de temps en temps, on déplace la formation à 200 km de Laval. On n'a pas peur de bouger. Voilà. Merci beaucoup Jean-François pour ce premier tour d'horizon qui permet de fixer les choses. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième phase de cet échange qui va justement être le retour d'expérience de ceux qui se sont fait former. Hein. On parlait de former des professionnels opérationnels. On a nos 2 professionnels qui sont autour de la table. Et donc Régis, Antoine, merci d'avoir accepté de témoigner. Je vais vous poser la même question. Régis, d'abord, quel a été votre parcours professionnel avant votre formation via le CS RUMA? En fait, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Bonjour. Bon, simplement, issu du milieu agricole, hein, mes parents étaient exploitants. J'ai fait une formation à la base, un BTA agricole. Et je l'ai complété fin des années 80 et début des années 90 par une formation supérieure en agroalimentaire. Cela m'a débouché vers une première expérience professionnelle dans la recherche appliquée sur les algues marines, avant de me reconvertir, revenir vers le milieu agricole, puisque j'ai exploité l'exploitation de mes parents pendant 25 ans ensuite. Voilà, avant d'intégrer maintenant la partie exploitation et la formation du CS RUMA. Voilà. Oui, dont on reparlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est un parcours un peu atypique de passer par formation, recherche et puis ensuite exploitation agricole. J'ai navigué entre l'agricole et l'agroalimentaire, voire la recherche, entre les deux, de manière permanente tout au long de ma vie professionnelle. Même pendant ma période agricole, toujours en recherche dans l'innovation et dans les nouveautés, la technologie, l'évolution, pour faire évoluer aussi le métier d'agriculteur en tant que tel quand j'étais dans cette profession de manière permanente. Ouais, donc la méta, c'est pas tout à fait un hasard finalement. Non. C'est un peu au carrefour de tous ces éléments-là. C'est quelque part une certaine, je pense, une finalité à mon parcours professionnel qui peut être cohérente avec ce que j'ai fait jusque-là. Merci beaucoup Régis. Antoine, même question. Qui es-tu? D'où viens-tu? Donc déjà, bonjour à tous. Antoine Fesselier. Donc moi, je suis issu, pareil, du domaine agricole. Plus jeune que mon confrère Régis, mais dans le même domaine.
Je l'avais pas dit hein, par élégance, hein, mais bon. Porte mon âge. Oui, très bien, j'en doute pas. Donc moi, je sors d'un BTS Axe. À la suite de ça, j'ai fait un BTS TC en agrofourniture. J'ai été commercial pendant 1 an et demi en domaine de bâtiment, équipement d'élevage dans le nord de la France et les pays limitrophes. À la suite d'un projet sur la ferme familiale, je suis revenu dans l'objectif de monter une méthanisation sur le principe de base. Et moi, je me voyais mal monter un projet et surtout piloter une structure comme ça sans forcément faire de formation. Donc le CS s'est présenté à moi et je sortais tout juste un peu de l'école, encore frais, donc j'ai préféré continuer et me former. Et aujourd'hui, il y a une méthanisation qui est en route. Et voilà. Donc 2 cas de figure différents. Le cas de Régis qui avait quitté les bancs de l'école depuis un certain temps avant d'y revenir. Et puis ton cas Antoine où là c'était encore tout frais et tu avais encore l'habitude d'aller en cours. Ce qui n'est pas toujours évident. Hein. C'est une certaine forme de courage aussi de reprendre ses études au bout d'un certain temps. Merci messieurs pour ce parcours. Et il ne nous reste plus qu'un intervenant pour, à vous présenter, donc Paul. Paul, est-ce que vous pourriez nous décrire votre métier et puis votre périmètre d'intervention de manière un petit peu détaillée? Bonjour. Voilà. Bonjour à tous. Paul Coco, chargé d'expertise énergie renouvelable au Crédit Agricole Anjou-Maine, en coopération avec Atlantique Vendée. Donc mon périmètre, je le partage avec mon binôme sur Atlantique Vendée. Donc Anjou-Maine, c'est Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire, et mon collègue est plus sur la Loire-Atlantique et la Vendée. Donc je fais essentiellement des accompagnements de projets méthanisation. On vient de monter un pôle ENR et on va élargir les ENR de façon plus importante sur le solaire, sur l'autoconsommation, l'agrivoltaïsme qui était en train de se développer aussi. Donc sur la méthanisation, donc nous on essaye d'être très en amont sur les projets pour donner un peu un cadre aux agriculteurs, aux porteurs de projets, pour qu'ils soient plus dans le confort sur le développement de leurs projets, et on les accompagne un peu après à la demande. Et on est assez vigilant à regarder les aspects techniques et économiques peut-être de façon assez approfondie, et voir les implications et les intégrations aux exploitations agricoles. Et en termes de taille, on s'adapte aux projets de nos exploitants. Il n'y a pas de scénario d'avance proposé. D'accord, donc votre expertise, elle est plus large que la méthanisation. Vous les accompagnez sur l'ensemble de leurs projets de développement dès lors qu'on est dans les ENR. On est d'accord? C'est ça. Donc y compris autoconso? Y compris autoconsommation. Qui peut être un sujet en ce moment. Qui est un sujet qui se développe. Qui se développe pas mal. Merci beaucoup, Paul. Régis, je reviens vers vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre site de méthanisation? Puisqu'aujourd'hui, ça tourne. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu l'historique, la genèse de ce site de méthanisation et savoir où vous en êtes aujourd'hui? Si je peux y consacrer l'heure entière. Alors, je vais vous couper avant, mais allez-y. Rapidement, disons, notre site. Donc, il a été initié par un petit groupe d'agriculteurs local du sud Mayenne il y a maintenant plus d'une douzaine d'années. Alors, moi, j'aurais pas dit petit. Petit au départ, D'accord. qui a été fédéré, qui a fédéré un ensemble d'agriculteurs locaux pour étoffer en fait le projet. Donc au départ du développement, c'était plus de 100 agriculteurs sans exploitation locale qui ont été impliqués. Aujourd'hui, 70 exploitations sont activement fournisseurs du site. Ce qui est quand même assez énorme. Oui. Fédérer 70 dirigeants. Oui, qu'on a, je dirais, réussi à maintenir dans le projet pendant plus d'une douzaine d'années, puisqu'il a eu, je dirais, certaines difficultés à voir le jour jusqu'au bout, mais il a dû se réétudier, se reconvertir, s'adapter aux différentes exigences administratives aussi et aux différentes contraintes techniques. Donc voilà, se relocaliser également pour pouvoir être mieux accepté.
Donc au fur et à mesure de sa vie, ce projet a fini par commencer sa construction donc début 2022. Phase de construction qui a été, je dirais, sur 18-20 mois, plutôt efficace et plutôt, je dirais, active. Donc on a maintenant mis en route les premiers gisements en mai pour commencer à injecter en août dernier. Donc 6 mois d'injection qui aujourd'hui ont fini la montée en charge pour voilà, travailler maintenant, continuer l'exploitation. Donc on est au CMAX. Quasiment, oui. Qu'est-ce qui rentre dans le digesteur? 80% d'effluents d'élevage. Donc on a je dirais, dans notre secteur, une densité d'élevage très importante. Donc la base de notre gisement était fondée sur les effluents d'élevage, fumier pour 80 000 tonnes. Lisier pour 40 000 tonnes à peu près, et on complète avec un peu de culture intermédiaire pour 15 000 tonnes environ. C'est un total annuel, un peu de sous-produits industriels également, hein, qu'on peut collecter dans le secteur, puisque l'industrie agroalimentaire n'est très présente dans le secteur du Sud Mayenne également. Soit un total de 140 000 tonnes annuelles d'intrants qui rentrent dans le site. C'est en journalier quasiment 400 tonnes jour qu'il faut intégrer dans les digesteurs. Alors, vous l'avez dit, hein, vous êtes un collectif de 70 agriculteurs, mais il n'y a pas 70 leaders. Non, bien sûr, c'est pour ça que ce groupe a été fédéré par un groupe qui avait envie de développer une méthanisation dans le Sud Mayenne, avec un projet d'injection dans le transport initialement, d'où cette fédération. Ensuite, on a évolué vers une injection vers le réseau local, vers le réseau de distribution, mais sans dire aujourd'hui on n'a plus besoin de certains d'entre vous. Donc on a gardé bien sûr l'ensemble des éleveurs qui s'étaient impliqués dans le projet, dont je faisais partie. Ensuite, à mi-parcours du développement, on m'a sollicité pour participer au développement. C'est là où voilà, la ferme a été tout à fait partie prenante du projet et s'est impliquée dans le groupe des 70. Et du coup, aujourd'hui, votre fonction opérationnelle, quelle j'ai est-elle? proposé il y a un peu plus de 2 ans à prendre la responsabilité du site. Après la partie des développements, parce que j'avais envie donc d'évoluer dans ma, comme je disais tout à l'heure, dans ma vie professionnelle et d'expérimenter d'autres fonctions, de l'encadrement, des suivis aussi plus techniques. Voilà. Donc c'est un domaine d'activité qui m'attirait beaucoup, donc qui m'a paru intéressant de développer par la suite. Donc j'ai proposé cette participation qui a été acceptée, mais sans pour ça négliger le besoin que j'avais besoin de m'adapter, d'où ma volonté de participer à une formation avant, j'irais, de rentrer en fonction. Et on va y revenir juste après, mais j'ai une dernière question. Du coup, aujourd'hui, vous êtes encore exploitant de votre propre exploitation agricole. Vous migrez, vous vous désinstallez, vous... Oui. Je n'avais pas non plus prévu d'être multi-actif à ce point-là. Un site de notre taille, je dirais, puisqu'il ça occupe un. Ça occupe un petit peu. Et pour être justement crédible ou sérieux aussi, voilà, je considère que pour coordonner ou pour gérer un site comme celui-là, c'est pas un investissement à mi-temps, c'est pas un investissement partiel. Donc il faut y être à 120%, ce qui nécessitait forcément, je dirais, un choix professionnel et un arrêt de l'activité agricole. Bon, j'avais aussi je dirais, mes enfants qui n'étaient pas intéressés par la reprise de mon exploitation. Donc une reprise, voilà, aujourd'hui ou dans 10-15 ans, un projet de transmission, voilà, il était à faire à un moment donné, autant le faire à un moment qui soit, pourquoi pas aujourd'hui que dans 10 ans, quoi. Très bien. Alors, on y arrive. Qu'est-ce qui vous a donc motivé à faire cette formation? Le déclencheur, le souhait qui vous a amené à participer au CS RUMA? De quelle promo d'ailleurs? Alors la deuxième, celle de... Alors moi, je l'ai intégré sous le format en formation continue, en arrivant en janvier 2022, au moment où en fait le premier coup de pelle du chantier commençait, pour finir en juin 2022. Donc sur 6 mois.
en formation continue pour dire. Alors, ma volonté là était aussi d'acquérir des compétences d'organisation, des compétences techniques par rapport au métier en tant que tel, et aussi avoir toutes les références administratives et réglementaires qui étaient liées à l'activité. Chose qui évolue en permanence. Hein. J'en ai encore aujourd'hui des nouvelles à acquérir. Mais À qui le dites-vous? c'était surtout ces différents besoins qui m'ont incité à me former. Au-delà du fait que j'avais besoin auprès du groupe de 70 éleveurs de légitimiser ma proposition de responsable. Voilà, c'est quand même notre projet, environ 350 000 euros par exploitation investie, que j'ai proposé de gérer. Il faut être aussi un peu légitime par rapport à ça et de dire je le fais professionnellement et pas simplement par envie et juste par. Donc je pense que c'était cohérent par rapport à ces investisseurs dans le projet d'être pour eux, je dirais, un minimum légitime en tant que responsable de site. Donc rigueur dans une formation établie plutôt qu'apprentissage sur le tas. Exact. Ok. Très bien, merci beaucoup pour ce décor qui est planté désormais. On va planter le décor du côté de la Bretagne maintenant avec Antoine. Même question. Le ou les sites de Meta sur lesquels tu es et est-ce que tu peux nous les décrire et nous dire aussi quel est ton rôle sur ces sites avant de passer à la deuxième question ensuite sur les motivations, mais d'abord la description. Donc moi c'est un petit peu particulier en tant que tel parce que je viens de quitter la structure sur laquelle je me présente en fait. Donc c'est une structure que j'ai suivi tout le projet de la base jusqu'à la fin, jusqu'au CEMAX atteint il y a à peine un mois où j'ai quitté la structure. Donc nous c'est plutôt sur une structure Donc, à taille humaine. Le job est fait. On va dire que CEMAX atteint. le job est fait, c'est ça. C'est une structure plutôt complètement différente de Régis sur une base beaucoup d'effluents d'élevage quand même, mais une base seule, privée, adossée qu'à une seule ferme, donc avec un gros gisement lisier, effluent principal, et après suivi d'un peu de maïs et un peu de seigle, mais une structure qui est 100% autonome, avec zéro apporteur de matière à côté et zéro apporteur de capitaux, quoi. 100% autonome, donc sur une structure dimensionnée à 120 normomètres cubes, qui produit aujourd'hui 60, avec un projet d'évolution. Donc voilà, et aujourd'hui... Ça, c'était phasé dès le départ. Ouais, dès le départ, c'était comme ça. C'était prévu qu'on dimensionne, entre guillemets, un peu plus grand qu'un peu moins. Parce qu'on avait des projets d'agrandissement de la structure qui ont fait qu'on préférait surdimensionner que sous-dimensionner. Tout par rapport au coût Ça fait un bon pouvoir tampon quand même. Ouais, ça fait un gros pouvoir tampon, mais c'est-à-dire que des fosses, on avait aussi besoin de fosses de stockage sur le moment prévu. Donc c'était un peu un kit ou double de faire tout en même temps. Aujourd'hui, on voit bien que l'évolution des cours, aussi des matériaux, ont fait qu'on a, même 6 mois après la fin de chantier, on se rend compte qu'on a bien fait de tout faire au même moment. Donc voilà, c'était un choix de base. Après, oui, c'est des surinvestissements sur le départ, mais à long terme, je pense qu'on y retrouve notre regain. Donc voilà. Et Ça, c'est sur la partie... quel est le site sur lequel tu étais au moment de ton choix de faire le CS et aujourd'hui? Donc aujourd'hui, j'évolue par entre guillemets, une activité qui me suis proposée à moi sur une durée de 6 mois. Je me retrouve sur une site de cogénération avec une puissance de 250 kW qui est en route depuis 12 ans. Donc changement complet pour moi. Hein, quelque chose qui est très bien en route et qui fonctionne très très bien. Avec une partie hygiénisation, une partie biodéchets. Donc pour moi, il me permet aussi de découvrir un nouveau métier, une nouvelle façon de travailler les matières, une nouvelle façon de faire de la méta, qui était complètement différente qu'avec des matières agricoles. Donc voilà, nouveau challenge pour 6 mois avant un futur. Très bien. Et alors, quelle était la motivation pour intégrer le CS RUMA? Eh bien, en fait, la ferme est composée de plusieurs associés. Donc surtout avec un besoin de formation de tout le monde, un besoin de transmettre des informations, de mettre en place un projet cohérent et que ça fonctionne. Après, dans la gestion de tous les jours, ça reste un petit méta, entre guillemets, donc ça ne demande pas forcément un UTH en plus sur la structure. Donc il fallait absolument former, faire le CS pour former les autres, et surtout bien suivre le projet, mettre ça tout en place, tout en route. Et voilà, donc tout le CS a servi à tout ça, quoi. Oui, c'est très clair. Alors juste petite précision, parce que je crois que je ne l'ai pas dit avant, tu viens d'une famille d'agriculteurs. Ouais.
C'est ça, Voilà. exactement. On est d'accord. On est d'accord. Donc tu avais ce background-là quand même. Ah oui, j'ai un T'es pas background. arrivé là tout à fait par hasard. Ah non, non, pas du tout. Non, je suis dans l'agricole depuis mon plus jeune âge. Ça marche. Merci beaucoup Antoine. Paul, vous avez suivi le montage de cette formation, vous accompagnez les agriculteurs porteurs de projets dans le développement de leur site. Quelle est la vision que vous portez sur justement cette formation, ses apports, quel retour d'expérience vous en avez, vous qui sillonnez le territoire et voyez comment ça se passe en termes d'exploitation, de montage de projets, de sérieux aussi, de la prise en compte d'un certain nombre de contraintes. Quelle est votre vision sur le sujet ? Alors tout d'abord, ça répond à la question de la période critique, hein, qui est la période de construction, puis la période de montée en charge. Donc c'est le principal intérêt de la formation, être capable de démarrer très vite, atteindre très vite le CMAX, ce qui peut être plus ou moins rapide selon les dimensions ou le type d'installation, mais c'est ce qui permet de sécuriser le projet, d'atteindre très rapidement le CMAX. Ensuite, c'est, je pense, une formation qui permet de réagir avec agilité aux imprévus, aux casses, aux dysfonctionnements. Quand on maîtrise bien son outil, on est capable de limiter les conséquences financières des arrêts et des dysfonctionnements. Et puis c'est un nouveau métier, donc on sait tous que les agriculteurs sont capables d'aller là-dessus parce que c'est traiter de la biologie, de la mécanique, de l'entretien, de la maintenance. Mais il faut quand même le mettre en route dans ses routines, dans ses fonctionnements, parce que c'est quand même un outil industriel qui demande de l'apprentissage. Ça permet aussi, je pense, de mêler les aspects techniques et économiques, de pouvoir se projeter au trimestre, au semestre, sur des critères synthétiques importants pour bien piloter sa conduite et voir à la fin du trimestre et à la fin du semestre où on en sera. Ça aborde aussi, hein, pour en avoir parlé avec Jean-François, les critères importants de gestion économique. Et moi, souvent, ce que j'essaye de passer aux porteurs de projets, c'est à terme d'être en capacité de produire une marge nette en passant les comptes annuels sur des critères de dimension par normomètre cube ou par kilowatt électrique installé et par mégawatt produit, qu'on soit en élec ou en biométhane. Donc c'est pas juste produire pour produire ce qu'on s'était engagé à fournir au final, c'est aussi le faire dans des conditions qui permettent d'atteindre le modèle économique qui rend viable le site. C'est ça, c'est-à-dire à la fin c'est quand même faire de l'argent, avoir des marges de sécurité importantes, rémunérer les gérants qui suivent les installations et puis distribuer donc des dividendes à tous ceux qui ont participé, donc c'est quand même ça l'objectif. Et je l'ai constaté d'ailleurs dans une revue un petit peu exhaustive que j'ai faite sur des dossiers de méta, où on sent qu'il n'y a pas tout à fait l'optimal atteint sur un ensemble de méta. Et je pense qu'un moyen d'atteindre cet optimal, c'est de pouvoir faire un diagnostic et se comparer avec d'autres à partir de ces chiffres économiques où on a tous les éléments qui sont rentrés de façon exceptionnelle ou plus courant. On en reparlera d'ailleurs un peu plus précisément tout à l'heure. Je vous laisse continuer. Souvent, on constate que le potentiel n'est pas tout à fait exprimé, c'est ce que je disais. Souvent aussi, on constate qu'il peut y avoir un peu de flottement du point de vue de la main-d'œuvre. Et donc, la formation permet de bien calibrer les besoins de main-d'œuvre, l'organisation, comment on gère des salariés, comment on s'organise soi-même, comment on organise les astreintes selon la dimension de son installation. Et puis un point important aussi pour bien réagir, parce qu'une fois qu'on a fait le diagnostic, c'est de s'assurer d'idées qu'on a à travers son réseau qui se constitue. Alors il y a d'autres occasions de se constituer un réseau, mais je pense que pendant la formation, c'est le beau moment, puisque chacun est un peu dans la même phase de prise en main précoce, rapide d'un outil. Donc ça permet, une fois qu'on est sur son site, de se rapprocher des autres et dire tiens, est-ce que tu as rencontré tel problème et comment tu l'as résolu. Et puis d'avoir visité et travaillé sur des sites. Là, on travaille vraiment sur le concret, puisque c'est l'objectif d'être en alternance, sur comment on gère son quotidien. Donc ça, c'est important pour bien maîtriser son outil. Merci beaucoup, Paul. J'ai souri au moment de
d'aborder le sujet de la main-d'œuvre parce que je rappelle à tous ceux qui sont dans la salle qu'une journée ne fait que 24 heures. Et même si les agriculteurs, et a fortiori les agriculteurs méthaniseurs, sont des gens extrêmement travailleurs, une journée ne fait que 24 heures. Et donc, il faut savoir aussi s'entourer et bien s'entourer, et si possible de gens formés. D'où notre présence ici et les échanges que l'on mène. Régis, on va se mettre dans la posture où maintenant la formation est faite. C'est le cas. Vous exploitez, vous en avez tiré les bénéfices. Voilà, exactement. Quel est le regard que vous portez, un peu le rapport d'étonnement d'une part, et puis également le retour d'expérience que vous avez sur cette formation, sur votre quotidien, sur ce qu'elle a apporté aussi à votre projet, à votre consortium, enfin aux 70 agriculteurs qui se sont mobilisés en Mayenne sur Oudon Biogaz. Je pense qu'elle m'a plus apporté à moi qu'aux 70 en tant que tel, puisque c'est moi qui ai participé. C'est vrai, mais indirectement. Oui, indirectement. Voilà. Je pense que indirectement, ça apporte simplement une capacité à s'organiser sur le site, une capacité à gérer les problèmes spécifiques d'une unité de méthanisation, donc avoir les bons réflexes quand justement un imprévu arrive, prévenir. Quand même, la partie sécuritaire sur un site de méthanisation, certains risques existent. Donc, on a souvent, par habitude dans le monde agricole, gérer les choses, gérer les risques en les survolant un petit peu. Je crois que dans un site de méthanisation, il faut les prendre un peu plus sérieusement et un peu plus objectivement. Donc, c'est pas moi qui vais vous contredire. Cette partie-là aussi permet aussi de donner des règles un petit peu de fonctionnement sur la partie prévention des risques. Ensuite, c'est des méthodes de travail, des outils de calcul, des outils de gestion qu'on reprend, qu'on adapte ensuite à notre site en fonction de notre fonctionnement, en fonction du groupe, en fonction de quel outil, de ce qu'on veut ressortir de nos tableaux et de nos analyses. Donc voilà, ça donne une base qu'il faut, je crois, adapter en fonction de ses besoins. Ouais. Tout à l'heure, vous avez évoqué la partie réglementaire dans la formation. C'était un apport précieux pour vous ? Oui, c'est une base précieuse puisque ça quand même, ça donne une première information importante de nos obligations liées à ça. Alors on l'avait, on en avait déjà, je dirais, conscience dans la partie développement du projet. On y a passé avec le groupe plus de 5 ans à développer le projet. Donc la partie réglementaire était déjà une donnée importante, puisqu'il a fallu faire autoriser le projet en termes d'ICPE, en termes de permis de construire, etc. Toutes ces notions. Ensuite, pendant l'exploitation, d'autres réglementations s'imposent à nous et qu'il faut aussi prendre en main et gérer. Donc ces parties-là ont été, permettent de les prendre de commencer à les prendre en main pendant la formation, de savoir en quoi il en tient. Elles sont présentées. Je dirais, alors l'idéal, ce serait d'arriver à les pendant la formation, à les réaliser en tant que telles, parce que savoir qu'il faut faire ça et le faire, c'est deux choses différentes. Monter un dossier administratif, quel qu'il soit, c'est quand on n'est pas habitué à ça, c'est parfois très long, quoi. C'est que Jean-François, il ne veut pas vous gâcher le plaisir. Donc, j'avais relevé aussi dans nos échanges préalables la partie immersion assez importante donnée par la formation, qui était à vos yeux quand même un point très positif. Ouais, je pense que c'est relativement essentiel. Même si on a pratiqué dans une activité agricole un certain temps, on n'est pas tout à fait dans le même métier. Et donc la moitié du temps quasi puisque 12 semaines en formation sur place est complété par également 12-13 semaines en immersion professionnelle. Donc moi j'ai eu la chance de le faire dans une méta de moindre dimension, puisque j'étais sur une cogénération avec 6 actionnaires donc une puissance de 150 kW, je crois. En cogénération, donc un projet différent, très différent, mais collectif. Ça permet d'élargir les horizons. Mais il y a quand même une certaine base de fonctionnement et puis c'est une immersion dans la vie d'une activité de méthanisation au quotidien
qui est importante de vivre pendant les semaines qui se succèdent pour se valider le fait de travailler dans cette filière, je dirais, sur le long terme. Merci Régis. Antoine, quel regard tu portes toi sur la formation, ses apports, ses principaux bénéfices dans ton activité d'exploitant aujourd'hui? Donc bon, déjà les premières choses pour moi qui nous ont bien aidés lors de la formation, c'est comme Régis l'évoquait, on a créé pas mal de dossiers, de documents, de choses pour le suivi d'une méthanisation. C'est-à-dire nous, je parle moi au nom de la société pour laquelle je travaillais, ce sont nos agriculteurs, ce ne sont pas forcément des gens qui de base pensaient que la méta c'était autant de papier. On leur a vendu une méta, on leur a vendu de faire du gaz, ça c'est une chose, c'est très bien, elle fait du gaz, c'est le principal. Mais après c'est de savoir comment on la gère, comment on la maintient toujours à son activité, d'être en avance sur tout ce qui est les problèmes réglementaires, comme on dit ça évolue tout le temps et même sur les petites installations, il faut quand même être au courant de tout ce qui se passe et de d'être informé de tout ça. Donc la formation permet de mettre à jour tout ça et de créer un réseau pour toujours être à jour de tout ça et de créer beaucoup de documents dans le suivi de tous les jours, dans le suivi des apports, des intrants, des sortants, tout ce qui est la suivi de biologie et toutes ces choses-là et de bien comprendre le fonctionnement. Donc moi aussi, comme Régis, ma méta moi, a été aussi en construction lors de la formation. J'ai été faire des stages en immersion dans différentes exploitations qui, moi, je voulais trouver des exploitations similaires à la mienne, dans le sens le même process surtout. Bon, j'étais en cogénération, au temps d'injection aussi, mais sur le même process de fonctionnement de base. La biologie est la même. Voilà, la biologie, le fonctionnement, c'est la même chose. Toute méta confondue, hein, ça reste la même chose. Mais donc là, c'était le but, c'est ça, de l'immersion et de créer le réseau interne aussi avec la formation. Donc la notion de réseau, la notion de aussi rompre l'isolement de l'exploitant. Ouais, On l'a dit à plusieurs reprises, Paul, Régis, sur le fait que on est peut-être plus agile parce qu'on sait vers qui on peut se tourner quand on a un aléa. Non, exactement, c'est pas une mauvaise critique contre nos concepteurs ou contre nos vendeurs ou tout n'importe qui. Mais vas-y, je ferme mes oreilles. Non, mais c'est qu'à un moment de temps aussi, on a des fois des problèmes qui arrivent à 22h, 23h le soir ou à 10h le matin ou à 7h ou à 6h30 du matin et qu'à un moment de temps, si on n'a pas un réseau interne à nous qui nous permet d'avoir des réponses des fois rapides, juste pour nous rassurer au début quand on est en mise en route, parce que c'est plutôt ça de nous rassurer, il n'y a pas forcément tout le temps des grosses problématiques. Il faut savoir gérer aussi nos problématiques. C'est aussi la formation nous permet aussi de prioriser nos problématiques et de savoir les ranger dans un ordre croissant et pas forcément être sur le stress, sur le qui-vive de tout ce qui se passe. Donc ça permet d'avoir un réseau qui aussi nous permet d'avoir des amis aussi qui sont aussi exploitants ou qui sont dans des entreprises qui sont dans le même réseau, qui nous permet d'avoir des idées, des aides et des choses importantes dans tout ce qu'on fait tous les jours, quoi. Et puis, quand on a préparé, tu évoquais aussi le fait que désormais, et c'est aussi un peu le cas pour Régis, tu as la légitimité, en ayant été formé, de transmettre et de faire un certain compagnonnage avec ceux qui te succèdent sur l'exploitation ou ceux à qui tu viens donner un coup de main. Ah non, c'est ça, c'est exactement ça. C'est de leur montrer entre guillemets, les bonnes pratiques qu'on doit faire. Parce que ce soit sur l'aspect sécurité, parce que ça, on l'oublie souvent, mais la formation, on passe des habitations électriques, des risques gaz. On a une formation de 4 jours. Quand moi, je l'ai suivi avec l'exploitation, avec mes anciens collègues, c'est-à-dire qu'on a eu 2 heures de formation, risque gaz, alors que réellement, voilà, il y a des vrais risques. Ça permet de vraiment partager aux gens. Là, non, là, on fait pas n'importe quoi ici. Là, on peut se permettre un peu plus de liberté. Là, non. Ça aussi qui a permis de mettre des règles et mettre un peu d'ordre, entre guillemets, je dirais, dans le process. C'est-à-dire qu'on installe une unité de méthanisation, c'est-à-dire entre guillemets, de l'industrie dans une ferme. Et aujourd'hui, je pense que certaines personnes sont très loin de se rendre compte de ce que c'est. Et quand on commence à y travailler, oula, oui, c'est vrai que là, oui, c'est dangereux, là, c'est dangereux. Quand on a le projet, quand on le met en route, non, on s'inquiète pas trop de ça et on ne nous informe pas trop, je trouve, de ce risque-là. Par des formations de 4 heures qui sont obligatoires, mais qui sont quand même très justes, je pense, pour des gens à gérer un site qui est quand même industriel dans une ferme. Je pense que c'est la formation aussi là-dessus, c'est hyper important et je permets de le transmettre, moi, les associés et puis à tout le monde, quoi. De faire attention, de faire des plans, faire plein de choses en fait. Toute la paperasse que entre guillemets l'ICPE demande ou tout ça, qui paraît lourd pour eux en fait, qui paraît ça sert à rien. Non, c'est pas que ça sert à rien. C'est pas que pour le plaisir. Non, c'est pas que pour le plaisir, quoi. Faut que ce soit. Non, mais ça, on l'entend à chaque fois. Non, c'est bon. Oh, c'est que des papiers.
Non, 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 non. S'il y a un contrôle, tant qu'il y a, c'est comme tout, tant qu'il se passe rien, il n'y a rien. Mais dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on se rend compte que les papiers étaient quand même un peu importants et avaient une utilité. Donc là, la ferme, ils sont bien au courant et c'est marrant de voir ça parce que des gens qui n'étaient pas trop, maintenant ils font attention à tout. On a tout qui est à jour, donc c'est magnifique. Et c'est grâce aussi à la formation parce qu'on a des ERP, des RPCE, enfin il y a plein de choses comme ça que oh mais c'est bon, on a géré sur la ferme. Non, la ferme, c'est autre chose. La méta, c'est une autre société. C'est différencier bien ça. Quand quelqu'un rentre sur la méta, on marque une note. Quelqu'un est passé à cette heure-là, il est venu pour faire ci à la ferme, mais les gens y passent. Peut-être une mauvaise expérience, une mauvaise acquis de base, mais à la méta, on note tout. Et Comme c'est dans vrai que n'importe derrière, quelle entreprise, oui. n'importe quelle entreprise, en ferme, on le fait pas. Et la formation, moi aussi, m'a permis de me rendre compte de ça et de faire aussi des moyens simples, des papiers, des trucs simples pour que ce soit forcément pas fastidieux et forcément plus simple à faire. Merci pour ce témoignage, Antoine. Paul, alors, on ne le sait peut-être pas, mais vous êtes aussi assureur par le biais de Pacifica. Alors, je vais vous poser la question que tout le monde vous pose et qui doit être à 2 euros. Quand on a suivi la formation, du coup, la police d'assurance est moins chère et on a des meilleurs taux à la banque, n'est-ce pas? Alors, effectivement, c'est la question qui peut venir parfois. Donc, que ce soit Pacifica ou d'autres assureurs, les devis sont souvent faits en amont de la formation, donc il n'y a pas de devis coté sur une formation terminée ou pas. Par contre, d'un point de vue collectif pour la filière, d'avoir des gens bien formés, ça évite des accidents, ça évite des grosses casses, et donc tout ça qui est très coûteux collectivement et qui est forcément reporté sur les cotisations de l'ensemble des métas. Donc je pense que pour l'instant, c'est plutôt positif sur l'aspect collectif. Sur la partie financement, dont vous m'aviez taquiné aussi à un moment de la préparation, et donc il n'y a pas de cotation non plus sur le financement, mais c'est un critère d'ensemble pour juger de la faisabilité du projet. Et le fait que, donc encore une fois, on n'a pas connaissance de celui qui sera formé, ni même d'engagement de la formation au moment où on accompagne le projet définitivement en décision de financement. Mais on sent tout de suite dans les questions qu'on pose si c'est bien intégré comme étant comment dire, vraiment intéressant. Ça sera intégré dans qui le fait, pourquoi, dans quel cadre, la gouvernance. Et donc déjà, il y a cette réflexion qui nous permet de dire oui, il y aura une formation derrière et il y aura des résultats. Les résultats attendus seront là, quoi. Et merci beaucoup. Donc, je m'attendais un peu à la réponse du coup, mais bon, tant pis, j'ai fait le job, j'ai posé la question. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous faisiez de temps en temps un peu le tour des sites pour faire une sorte d'audit quelque part. Et quels sont les apprentissages que vous en avez tirés, fort de vos observations, notamment sur les dysfonctionnements que vous observez, et en quoi la formation peut permettre d'y pallier? Il y a 2 points principaux qu'on revoit à peu près à chaque fois. Après, chaque site est différent, hein, malgré tout. Donc, il ne faut pas tirer des généralités pour tout le monde. Mais il y a 2 points qui ressortent beaucoup, le gisement et l'exploitation du site. Donc, le gisement, ça va être un sous-dimensionnement du gisement, manque de quantité parfois. Et puis, souvent, une mauvaise prise en compte de la variabilité, soit en quantité, soit en qualité méthanogène. Et la formation peut permettre de corriger assez vite parce que on a eu les infos, on sait comment le traiter, ou on va avoir anticipé cette variation et faire la transition de ration quand il y a vraiment des situations particulières de changement biologique avec des rations assez différentes entre été et hiver, par exemple. Ça permet aussi d'être assez exigeant sur la qualité des produits qu'on reçoit, surtout quand on est dans des grands groupes de 20, 50, 70 exploitations. Et ben, ça permet de dire attention les gars, ça c'est vraiment important si on veut faire du gaz. Et, il faut qu'il n'y ait pas trop de restes de fourche, de parpaing, enfin toutes ces choses-là. C'est très peu méthanisable, Hein, le parpaing. voilà, d'indésirable. J'aime bien parler du On parpaing. surestime le pouvoir On méthanogène pense du que parpaing. le parpaing, il n'y en a pas dans les effluents, mais on en trouve assez souvent quand même. Donc voilà, ça permet de mettre en point On a d'autres exploitants qui valident. une réception de qualité et d'amener le groupe à bien travailler.
Et puis sur l'exploitation du site, là, ça tourne plus autour de la maîtrise de l'outil et de la gestion de la main-d'œuvre, hein, parce que c'est pas toujours simple de gérer des salariés, d'organiser les intervenants. Et s'il y a un flottement qui dure un peu longtemps, ça va générer de l'inconfort, des dysfonctionnements, et donc plus de dysfonctionnements, plus d'inconfort. Et au bout d'un moment, on peut avoir une mini-crise un peu permanente où les gens ne sont pas à l'aise et on ne trouve pas les solutions rapidement. Ça peut s'éterniser et aller jusqu'à un départ de certains salariés. Et là, on va faire perdurer cette difficulté. Voilà. Et donc, c'est le cercle vicieux qui s'installe. Voilà. Les deux grands points de dysfonctionnement que j'ai rencontrés. Donc la formation crée les conditions favorables. C'est ça. Merci beaucoup, Paul, pour ce témoignage. Je vous propose, avant de vous laisser la parole, de finir par le retour d'expérience du formateur. Si on peut passer à la slide suivante. Juste, donc, ton point de vue, Jean-François, maintenant que les points de vue de nos intervenants se sont exprimés, tu peux enfoncer le clou. Oui, alors c'était vraiment un souhait pour moi que Régis et Antoine témoignent, parce qu'eux, ils ont vécu la formation, donc, et d'ailleurs, il ne faudra pas hésiter à leur poser des questions. Juste quand même un point de retour d'expérience, c'est que dans la formation, souvent, même si l'humain est au cœur de projets dans la phase d'exploitation, dans la formation, on se pose souvent la question, c'est quoi notre chiffre d'affaires quotidien ? Parce que c'est un point de conscience qui est hyper important. Ça veut dire quoi? C'est que tout à l'heure, Paul évoquait les notions d'indésirables, hein, des pare-mains, des tronçonneuses ou des vélos qui peuvent bloquer tout le système. Et quand c'est bloqué une journée, c'est une journée de chiffre d'affaires de perdu. C'est de la matière qu'on a mis dans les digesteurs qui est perdue, enfin, etc. Donc ça veut dire que la formation peut aussi permettre de prendre conscience de ce phénomène-là, chose qu'on découvre quand on fait l'exploitation sans avoir fait la case formation. Ceci dit, je ne souhaite pas que tous les stagiaires ou toutes les personnes d'apprentissage ne vivent que par la panne, parce que je n'ai pas envie que mes collègues maîtres d'apprentissage ou maîtres de stage soient en difficulté. Le point important aussi, avant d'aller plus loin, c'est que les gens qui sont responsables de site, j'ai un point de vigilance très important. Il est pour moi fondamental que celui qui est responsable d'un site ne soit pas en permanence tout seul. Parce que l'activité de responsable de site, c'est quelque part de la charge mentale 24 heures sur 24. Et donc, si on a une période, une semaine où on cumule des incidents ou des problématiques, eh bien, c'est pas bon d'être toujours tout seul. Il y a des choses, il y a des décisions à partager aussi, qu'on soit dans un petit ou un gros projet. Pour moi, il n'y a pas de petite ou de grosse méta. Il y a des unités de production de biogaz agricole qui doivent fonctionner, et ça ne va pas reporter que sur une personne. Après, si je fais le retour d'expérience des différentes promos, des entretiens ou des enquêtes que l'on a pu faire, donc voilà, en synthèse, c'est ce qui s'affiche. C'est ce qui s'est affiché. C'est-à-dire que les gens qui ont des profils ou des projets de salariés, effectivement, il y a ce qu'on appelle une prise en main et une adaptation assez rapide dans les sites par la formation, parce qu'il y a du retour d'expérience. Ça se fait au fil de la formation. Il y a aussi plutôt pour les porteurs de projets, surtout quand on est dans la phase conception, lors des visites, des échanges avec les intervenants, on peut se rendre compte que finalement, dans notre process qu'on veut mettre en place, il y a des choses qui risquent de nous poser problème à un moment donné. Eh bien, faire une modification d'un process avant que ce soit terminé, ça coûtera toujours moins cher que de le faire une fois qu'on est sur le terrain. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est les grandes tendances. Et pour les deux profils, finalement, quand on regarde la formation, normal, grâce à tous les intervenants que l'on peut avoir, les mises en situation que l'on peut faire dans ce CS, eh bien, on ne peut pas dire qu'on sort d'une formation en étant compétent. Enfin, moi, j'y crois pas. Par contre, quand on sort d'une formation, on a toutes les clés de compétences et toutes les clés pour monter en compétences et les développer après. Ça, on peut le garantir. Parce qu'effectivement, une formation, ça va dépendre aussi de la personne, de la manière dont elle peut aussi s'impliquer par la suite. L'autre point que l'on peut mettre en place, c'est que tout à l'heure, les gars en ont parlé, on est confronté en permanence à des situations de problèmes. Bon, c'est normal, mais ce n'est pas forcément des gros problèmes. Mais des fois, on peut en avoir des choses compliquées, des choses simples à régler. Quand on est coincé parce qu'on ne trouve pas une solution, la formation, je confirme qu'elle permet de développer du réseau,
du réseau qui se crée naturellement entre les apprenants, mais aussi du réseau qui se crée avec les différents intervenants spécialistes. Parce que des fois, on peut coincer sur un dossier CPE, comme on peut coincer sur une pompe qui est restée bloquée. Hein, mais vous rencontrez pendant la formation plein d'intervenants, plein de collaborateurs, plein de méthaniseurs, ce qui fait que votre réseau, vous allez en permanence le créer. Autre point de retour d'expérience, même si c'est pas toujours évident de le dire, mais malgré tout, il y a quand même un gain en sérénité parce que comme on prépare, comme on visualise pendant la formation ce qui va nous arriver en phase d'exploitation, c'est quand même pas mal. Parce que souvent, je m'adresse notamment aux porteurs de projet. Un porteur de projet, lui, tant que le process n'est pas posé, n'est pas en train de se mettre en route, il est toujours dans sa phase normale, hein, conceptuelle ou intellectuelle. Je suis dans le business plan, voilà, je réunis tout pour que ça marche. Mais en fait, tant que ça n'a pas marché et tant qu'on ne connaît pas la phase d'exploitation, eh bien, on se rend compte que quand on est formé, on gagne plus de temps pendant cette phase de mise en route. Et donc, je reviens quand même sur la question de départ. Le temps, c'est pas que de l'argent, bien sûr. Une journée de gagner, c'est des chiffres d'affaires de gagner. Mais c'est aussi du stress en moins dans la conduite de l'unité. J'y tiens, parce que quand on est stressé avec les chiffres d'affaires ou le poids des investissements que les uns et les autres peuvent porter, je pense que c'est quand même pas anodin. Et puis, même si on n'a pas de tarifs avantageux sur les assurances, sur les prêts bancaires, quelque part, parmi tous les partenaires que l'on peut avoir, que ce soit banque, assurance, mais aussi constructeur, et je dirais même voisinage, je pense que c'est un gage de confiance pour l'entourage avec lequel on travaille. Donc voilà un petit peu en synthèse, ce qui confirme ce que les uns et les autres ont pu exprimer en amont. Voilà. Alors, merci beaucoup Jean-François, merci à tous. Avant de passer à la phase de questions, je vous propose d'applaudir nos intervenants pour leur message, leur témoignage. Alors, je vous passe la parole. Je vous invite à poser vos questions en vous levant et en vous présentant au moment où vous la posez. Et questions courtes, réponses courtes. Voilà. Allez, la première. Il faut qu'elle sorte. Elle va mettre tout le monde à l'aise. Oui. Bonsoir tout le monde et merci aux intervenants. Je suis Béanice Scholl. Je viens direct d'Haïti. J'essaie de développer la méthanisation en Haïti. J'ai une compagnie qui s'appelle Cosmos Solutions. Nous travaillons dans les énergies renouvelables, particulièrement le biogaz, depuis bientôt 6 ans. Donc, ma question, vraiment, je suis très intéressée à cette formation et je sais que la méthanisation, en fait, c'est un sujet qui regroupe les acteurs mondiaux, en fait. Et est-ce que cette formation très, très spécifique et très efficace, elle part depuis les frontières? Est-ce qu'elle traverse les frontières? Est-ce qu'on peut la prendre à distance? Alors ça, c'est deux questions. Est-ce qu'on peut la faire à distance et est-ce qu'elle pourrait être faite en Haïti? Jean-François, tu prends le micro? Il est à côté de toi. Je pense que c'est pour toi. Alors, ouais. Alors, le CS méthanisation, même s'il y a une phase théorique, il y a beaucoup de mise en situation pratique. Donc, on peut imaginer pour les phases théoriques des choses à distance. Ça, c'est des choses que l'on a l'habitude de faire, que l'on sait organiser. Oui, le Covid est passé par là. Non. Non. On n'a pas besoin du Covid pour s'organiser, puisque en fait, historiquement, il nous a obligés. Mais... notre établissement fait ce qu'on appelle culturellement, pour certains diplômes, de la formation organisée et à distance. D'accord ? Mais pour faire ce qu'on appelle les situations pratiques, par exemple apprendre les bonnes postures pour faire la ronde du méthaniseur, pour faire la surveillance biologique, pour faire la surveillance process, pour faire une situation de montage, de démontage dans un bon ordre intégrant la sécurité des personnes, des biens, etc. À distance, c'est un peu plus compliqué, quoi. Faire un tuto sur YouTube pour démonter une pompe à lobe, moi je veux bien, mais ça me paraît difficile. Mais par contre, l'autre question, effectivement, exporter la formation. Bon, historiquement, on travaille sur des projets de coopération internationale. Pourquoi pas, mais c'est à réfléchir. Je ne fermerai surtout pas la porte, puisque
c'est pas la première fois que l'on nous pose la question. Voilà. Donc voilà. Jean-François s'imagine déjà en Haïti. Y a-t-il une autre question? Pas de question? C'était très clair. Une autre, je t'en prie. Alors, ma question va se poser à un des exploitants. Dans vos unités de méthanisation, est-ce que vous avez déjà eu affaire à des problèmes biologiques? Et si oui, comment vous avez pu traiter ça? Parce que moi, avec mes digesteurs domestiques, on a eu plusieurs problèmes. Je ne sais pas si c'est par rapport à la température ou du moins par rapport à une gestion. Et comment avez-vous pu gérer? Est-ce que vous avez des laboratoires ou du moins des départements bien spécifiques pour gérer ces problèmes biologiques? Et comment on anticipe les plans de prévention, les plans d'apprentissage? Bon, je vais essayer de partager mon expérience qui n'est pas très ancienne, puisqu'en fait 6 mois d'exploitation, c'est pas non plus très long. Et des problèmes, il y en a plus, j'irai devant moi que derrière moi. Quelques points, hein, enfin on est en fin de montée en charge, donc voilà, les problèmes biologiques, on est encore suivi et accompagné par le constructeur sur ces problèmes-là, même si on les vit au quotidien nous-mêmes également. Alors certains problèmes de... La dimension de nos digesteurs ou nos biogaz, c'est 3 digesteurs et 2 postes digesteurs de 5000 m3 chacun. Donc fait en sorte qu'on est sur des cuves qui sont relativement... qui ont une cinétique biologique relativement élevée par leur dimension et par l'intrant aussi qu'on y met, puisqu'on a 80% des fluides d'élevage qui, eux, ont aussi une cinétique biologique importante. Voilà, ça limite un peu les évolutions biologiques qu'on a pu voir. Par contre, on a quand même certaines évolutions de moussage qu'on a pu voir et qu'il a fallu maîtriser. Donc la réaction, oui, à court terme, c'est essayer de gérer par des antimoussants, de l'huile, des choses comme ça, qu'on a pu mettre en place. Et derrière, essayer d'adapter le gisement, l'incorporation, pour éviter ces phénomènes-là, qui peuvent être, si ça aggrave, assez conséquents quand même dans les on peut intégrer derrière de la mousse dans la partie traitement gaz, et là ça peut être très pénalisant en termes de capacité et d'immobilisation de l'épurateur derrière. Donc voilà. Je sais pas, Antoine, est-ce que tu as toi des expériences sur cette partie-là? En moins d'une minute. Oui, bah, déphasage pris en compte pendant la mise en montée en charge. Très rapidement, je pense aussi grâce à la formation, parce que ça arrivait pendant un week-end, je suis arrivé le lundi, j'ai fait oh là là, je travaillais pas. Et j'ai fait oh là, on arrête tout, on coupe tout. Donc là, oui, forcément, prise en charge assez rapide de la crew, du semaine de croûtage, qui a permis d'éviter de ne pas perdre trop de temps sur la biologie, surtout on a eu un temps assez court entre la date d'injection qu'on devait absolument respecter et le fait qu'on a mis en route. Donc il fallait aller rapidement, pas perdre trop de temps. Donc heureusement, on a réussi à réussir. Sinon, pour l'instant, non. Ouais, des petits problèmes, mais c'est des problèmes, quoi. C'est pas des gros problèmes biologiques. Merci messieurs, parce que c'est pas encore assez féminisé. Il faudra y travailler, Jean-François, dans ton recrutement. Merci messieurs pour vos témoignages. Je vous propose de les applaudir à nouveau. Et je vous remercie de votre participation. Un dernier mot, donc juste pour vous dire, donc remercier Biz de nous avoir permis de vous proposer cet échange et vous donner rendez-vous sur le stand A41, le stand du Crédit Agricole Atlantique Vendée, et vous y retrouverez aussi Anjoumen avec donc la présence de Paul notamment. Vous pouvez vous rendre sur le stand F44, celui d'AgriCampus Laval, et puis sur le stand de Biogaz Vallée. Pardon. Et des autres centres de formation, évidemment. Et puis, vous pouvez vous retrouver sur le stand de Biogaz Vallée en D35 pour venir continuer les échanges. Un grand merci à vous pour votre participation et un grand merci à vous, messieurs, pour vos interventions. Très bon salon à tous. Au revoir.